Chapitre 1. Dans les eaux de 1982 ou 1983, je ne me souviens plus précisément, j'habitais à Lyon. Et je travaillais dans une société à Satolas, en ce temps-là. Je crois que ça s'appelle maintenant Saint-Exupéry, c'est-à-dire l'aéroport de Lyon, qui est environ une trentaine de kilomètres. Et tous les jours, j'avais un rendez-vous à Bellecour, un coin de Lyon, où l'autre collègue, arrivant avec la voiture de la société, me prenait et nous allions jusqu'à notre bureau, donc 30-35 km plus loin, et le retour le soir. Un jour, je suis en avance et je m'ennuie ferme. Déjà au rendez-vous, beaucoup trop tôt. Alors je décide de faire un saut dans une librairie qui est juste là, à Bellecour, et je me promène un peu dans les rayons et je vois un livre. Qu'est-ce qu'un maître spirituel ? C'était un livre du maître Omraam Mikhailovich. Le quatrième de couverture m'a beaucoup attiré, et c'est vraiment ce qui m'a attiré chez le maître Omraam, c'est qu'il a bien enseigné ce que je transporte vraiment dans ma pratique, dans ma foi, dans mon expérience. Le quatrième de couverture expliquait un maître spirituel, c'est quelqu'un qui vous reprend dans son ventre, d'une certaine façon, pour vous donner un corps spirituel, pour vous apprendre les valeurs, les véritables connaissances. Et puis après, quand vous êtes prêt, il vous lâche à la vie et il vous dit, eh bien allez-y, courez maintenant, apprenez la vie. Vous êtes libre. Et la première chose qui m'a attiré dans l'enseignement du maître Omraam, c'était vraiment cet enseignement qui disait « Vous n'êtes pas accroché à moi et vous ne serez maître que quand je mourrai ». Non, il disait « Formez votre corps spirituel, car dans cette société, rien ne vous a permis d'apprendre ni de former cette force en vous. Puis ensuite, allez-y, courez, apprenez dans la vie, pratiquez ». Des années avant, enfin un peu de temps avant d'ailleurs, j'étais dans un monastère Shaolin, où j'ai reçu le titre de moine Shaolin, et quand je suis parti, j'ai reçu une phrase clé qui est un leitmotiv dans mon existence, et qui était « Ce n'est pas une école qui est ton école, c'est le monde entier qui est ton école ». Pourquoi ? Parce que je n'appartiens pas à une église, à une forme. Donc je peux m'arrêter, je peux travailler très très dur pendant des années sur une chose. Mais ceci fait partie de mon aventure. Je ne rattache pas mon existence à une école qui va me dire comment penser, quoi faire, à quelle heure, etc. Ce sont des exercices, des connaissances que je peux appliquer dans mon expérience. Et par la suite, je vois ce que cela donne, et si je garde certains exercices dans mon existence, c'est parce qu'ils m'apportent des fruits. Je fais très souvent de la musculation, je ne suis pas un disciple de Schwarzenegger ou qui que ce soit d'autre que l'on puisse imaginer. C'est simplement que la musculation me donne un corps solide, me relaxe, et que ça s'adapte bien en même temps pour moi à faire de la musculation et en même temps écouter des textes très intéressants. Donc je fais d'une pierre deux coups. Je n'appartiens ni au texte ni à la musculation, c'est juste quelque chose qui porte des fruits. C'était exactement l'enseignement du maître Omraam dans son livre « Qu'est-ce qu'un maître spirituel ?» Après, j'ai acheté le livre. C'était un petit livre de la collection Izvor. Donc c'est comme un petit roman, et dans la journée, je l'ai lu. Et le lendemain, je suis venu au même rendez-vous plus tôt, exprès, et j'ai acheté un deuxième livre. Et dans la journée, je l'ai lu pendant le transport, souvent il y avait des embouteillages, les breaks pendant le travail. Et le troisième jour, même protocole. Et pendant 5 jours, j'ai lu 5 livres. Puis le samedi, je suis retourné, j'ai acheté 2 livres. J'en ai lu un le samedi et un le dimanche. Et le lundi, j'ai dit, je veux rencontrer le monsieur. C'est-à-dire que les livres étaient fantastiques,
l'enseignement était clair, efficace, mais écrire un livre, j'ai connu bien des gens qui étaient capables d'écrire des livres en faisant des synthèses. Hein. Moi-même, je pourrais prendre des livres de Maître Omram, je mélange un peu, j'ai connu qui faisait ça. Pierre Sérenard, par exemple, qui est un monsieur peut-être qui est décédé aujourd'hui, mais qui a fait ça pendant longtemps en Belgique, et qui prenait des enseignements du Maître Omram. Cela semblait très positif, et en fait, c'était un enfoiré de première catégorie. Je l'ai connu plus tard, évidemment. Et j'en ai connu d'autres comme ceci. Donc, lorsque j'ai lu les 7 livres de Maître Omram, j'ai dit maintenant je vais rencontrer le personnage. Alors il y avait un groupe, c'est-à-dire que la Fraternité Blanche Universelle, donc l'école du Maître Omram, est au Bonfim, à Fréjus. Le Bonfim, c'est le nom du centre, le nom de l'endroit en fait. Et Fréjus, c'est la ville donc. Et je voulais aller là-bas, mais non. On m'a dit, ah non, vous ne pouvez pas aller comme ça, il faut d'abord passer par un groupe régional. Fort bien, je me suis donc immédiatement présenté au groupe régional de Lyon. Et là, j'ai rencontré une bande de fanatiques qui était l'opposé radical de ce que j'avais pu lire dans le livre de Maître Omram. Liberté, intelligence, disponibilité, fraîcheur, courage, etc. Je ne trouvais rien de tout cela. Et je me souviens d'un monsieur qui est venu me trouver après le repas, puisqu'il y avait une rencontre du matin jusqu'au soir. Un monsieur qui était avachi sur sa chaise, et qui se tenait très très mal à plein de points de vue différents. Je ne lui ai rien dit, quoique je sois à ce moment-là moine Shaolin, prof de yoga, prof de tai chi, etc. J'étais pas là pour enseigner. Mais lui est venu me trouver et m'a dit, ici, vous allez vraiment apprendre. Tout ce que vous avez appris avant, ça n'existe pas, c'était de l'illusion. Ici, vous allez vraiment apprendre à manger correctement, à respirer correctement, à sentir vos énergies, votre corps. Et là, je lui dis, ah non, attendez, arrêtez ça. Partout où j'ai été, j'arrive toujours dans la seule vraie école. Il n'y a que nous, le reste n'existe pas. Vous étiez toujours dans la mauvaise école, mais vous venez toujours de la mauvaise école, mais vous arrivez toujours dans la bonne école, la seule et l'unique. Et je lui dis, non, ça, c'est hors de question, je n'en veux pas. Et ce monsieur, je lui dis, écoutez, je suis prof de yoga, je ne veux pas vous faire des cours sur votre tenue physique, hein, quand vous mangez. Mais je pourrais le faire si je voulais. Seulement, vous ne m'avez pas demandé, donc je ne le ferai pas. Je ne vous ai rien demandé, donc laissez-moi tranquille. Un peu plus tard, il y avait une sœur, puisqu'on les appelle comme ça, frères et sœurs, hein, Fraternité Blanche Universelle, donc ce sont des frères et des sœurs. Il y avait une sœur qui regardait une immense photo de Maître Omram. Et elle est là en extase, je m'approche d'elle par derrière, j'arrive sur son épaule pratiquement, elle se tourne vers moi d'un air illuminé, elle me dit « Regardez, il m'a souri ». Et moi j'ai dit « Non, je vous assure, il n'a pas bougé, hein. Je regardais la photo, il n'a pas du tout bougé ». Bon, c'était avant Harry Potter, peut-être avec Harry Potter, on pourrait... mais là, vraiment, je lui ai dit non, je suis désolé, il n'a pas bougé. Alors, elle m'a regardé vraiment avec mépris, comme si j'étais un abruti. Et je me souviens que, un peu plus tard, ils vaquaient tous à leurs occupations, à nettoyer, ainsi de suite. Et j'avais aidé un peu avant, mais après, bon, je venais... pour participer, donc je suis poli, mais je ne fais pas partie du groupe. Hein, quand ils commencent à s'exciter dans plein de choses, comme si c'était au travail, ça ne m'intéresse pas. Donc je pars un peu plus loin, je m'assieds sur un escalier en pierre, et je commence à méditer. C'était dans la nature, c'était un coin assez cool, donc voilà, je ferme les yeux, je commence à méditer. Et au bout de 4 ou 5 minutes de méditation, il y a un monsieur qui arrive, un frère, donc, et qui me dit, tiens, allez, au lieu de glander, va donc aider là-bas, et ainsi de suite. Au lieu de rien faire, il n'a pas dit glander parce qu'on n'est pas impoli. À la phrase. Au lieu de rien faire, va donc là-bas, va aider. Et je l'ai regardé, j'ai même rien répondu. Je dis, comment ça, rien faire? Si dans une école comme ça, quand je médite, on appelle ça rien faire. Mais alors peut-être se mettre en moi, c'est un charlot. Franchement, quand je vois les élèves, franchement. Et
Plus tard, j'expliquais, je dis, moi je voudrais rencontrer le maître Omram parce que comme ça, je ne suis pas persuadé, les textes sont très intéressants, mais il me faut rencontrer le personnage. Moi je suis un pratiquant d'arts martiaux. Dans les arts martiaux, nous disons Ishin Denshin, de ton âme à mon âme, je veux percevoir, je veux sentir, je veux découvrir. Et il me dit, oui, bien sûr, dans un an. Je dis, comment ça, dans un an? Ah oui, il faut 1 an de pratique régulière, toutes les semaines. Vous venez à notre centre perpétuellement. Et puis, dans un an, si tout va bien, on vous donnera la permission d'aller au Bonfin. Je dis, vous rigolez? Je dis, je ne vais pas étudier 1 an dans une école que je ne suis pas certain d'être correct. Donc, d'abord, je veux m'assurer que le maître est correct, qu'il est l'exemple de ce qu'il enseigne. Et puis ensuite, pourquoi pas, si je veux être capable de faire des choses qu'il fait, alors je pratiquerai sérieusement. Pour le moment, je ne vais pas pratiquer sur une simple théorie. Alors, ils m'ont dit, oui, mais regardez, vous pratiquez les arts martiaux. Je dis, bah, vous tombez mal, parce que dans les arts martiaux, j'ai rencontré les maîtres d'origine. Je suis le disciple du plus ancien et du maître d'origine. Il y a le fondateur du karaté, maître Funakoshi Gishin, et puis le maître Funakoshi Gishin avait son disciple, le maître Shigeru Egami, et je suis le disciple du maître Shigeru Egami. Parce que le maître Funakoshi Gishin est mort avant ma naissance, donc c'était plus difficile de le rencontrer. Et dans les arts martiaux, on peut aussi parfois voir la technique, le résultat dans le corps. La capacité de faire ça ou ça. Je n'ai pas besoin de rencontrer Bruce Lee pour savoir que, au moins sur certains aspects dans son speech et dans sa pratique, c'est un maître, c'est clair. Le problème dans la spiritualité, c'est que ça ne se voit pas à travers un speech, il faut rencontrer la personne, il faut voir un petit peu ce qu'elle fait. Ils ont dit non. Et je leur ai dit, mais moi je ne suis pas intéressé, ils disent, bah alors parlez-vous. Voilà. Et ça a été un échec total. Mais je ne suis pas homme à abandonner comme ça. Alors j'ai continué à lire des livres de Maître Omram, à faire certaines pratiques qu'il expliquait, évidemment, à tester certaines petites choses, pas d'une façon fanatique, à découvrir dans une démarche raisonnable. Et puis, peu de temps plus tard, je me suis retrouvé à Metz pour mon travail. Et à Metz, je me suis dit, je vais recommencer l'opération. Donc j'ai été au groupe de Metz. J'ai évité de parler du groupe de Lyon, évidemment, vu que c'était très mal passé. Et j'ai expliqué que même protocole, ok, j'ai lu un peu plus de livres, j'ai pratiqué certaines choses, mais ça ne fait rien, je ne sais pas. Je veux d'abord rencontrer le maître pour voir si oui ou non. C'était peut-être 6 mois, 1 an plus tard, environ 83. 84, 83. Et même protocole, mais le groupe de Metz était dirigé par une sœur qui s'appelle peut-être toujours, je ne sais pas, Christelle. Et c'est une femme très équilibrée et très intelligente, qui déjà, quand je la regardais elle, je disais, bah elle, si c'est une disciple de Maître Omram, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Parce qu'elle transporte quelque chose, une sérénité, une sagesse. C'était une femme touchante et bonne. Et on a eu un peu le même conflit, évidemment, un an, il faut 1 an, etc. Puis j'ai dit non, moi je veux rencontrer le personnage. Et à un moment, elle s'arrêtait, elle dit, bon, je vois que tu es têtu, mais je comprends, tu veux vraiment faire ton truc, tu veux être sûr que le maître Omram. Écoute, je te fais une fausse carte. Je prends sous responsabilité, je dis que ça fait 1 an que tu pratiques. Je te fais une fausse carte, et j'antidate, enfin bon, elle a fait sa petite magouille, elle m'a donné les cartes, et je dis, ok. Et j'ai pu aller, comme ça, avoir la carte pour aller voir le maître Omram Mikhaël Ivanov au Bonfin. Fort peu de temps après, j'avais très peu d'argent, parce que j'ai jamais été très matérialiste, donc j'ai jamais été très riche. Et j'avais un peu d'argent pour faire l'aller-retour, pour arriver au Bonfin et ne pouvoir rester que 4 jours. Parce que je ne pouvais pas rester plus longtemps. C'était le maximum que je pouvais me payer avec le voyage aller-retour en train, avec ma copine, mon bébé, moi-même, et puis le séjour qu'il faut payer aussi, qui n'était pas très très bon marché quand même. J'ai dit 4 jours, ça me permettra quand même de découvrir qui est le maître Omram, parce que je connais mes sens d'arts martiaux, je connais
Et je me suis donc engagé, en sachant très bien qu'en rentrant, je n'avais plus un centime devant moi pour manger. Mais on avait décidé, avec ma copine, de faire ça. Il restait juste un peu d'argent pour le bébé pour manger. Et pour nous, on s'est dit, on verra bien. Il faut avoir un peu de croyance dans le destin, de foi dans le destin. Et c'est comme ça que nous sommes engagés pour la première rencontre avec le maître Omar Mikhaël Ivanov, destination Fréjus, le Bonfim. Je me souviens qu'à ce temps-là, j'étais très excité de pouvoir aller à la mer aussi, puisque Fréjus est en bord de mer. Et le Bonfim, c'est pas du tout en bord de mer. Et après être resté un certain temps au Bonfim, je me souviens qu'avant de partir, on était à la gare, j'ai sprinté. J'ai laissé ma copine derrière et le bébé, et puis j'ai sprinté jusqu'à la plage pour mettre ma main dans la mer. Juste l'odeur, juste le plaisir. Et puis j'ai sprinté pour revenir, parce que c'était juste l'heure de prendre le train. Ce qui veut dire que si l'on veut pouvoir faire quelque chose, il faut s'engager. Il faut être entier, il faut être vrai, il faut être franc pour pouvoir découvrir les choses. Et les choses que j'ai découvertes au Bonfim, j'en parlerai au chapitre suivant, elles étaient très décevantes et très fantastiques en même temps. Et je pense que dans tout ce que je vais vous raconter, soyez prêts au fabuleux et au dégoûtant. Parce que la grandeur d'un être, les capacités d'une personne ne changent rien à l'entourage, ne changent rien à l'humanité. Les humains sont stubborn, complètement têtus, complètement obtus. Et il est très difficile de changer les gens. Aujourd'hui, où j'enregistre tout cela, en 2017, j'ai vécu avec une fille pendant 6 ans, qui était ma guide. Donc elle n'était pas ma copine, mais elle était ma guide pour moi en tant qu'aveugle. Et quand elle est arrivée, elle était complètement, totalement allemande. Et pendant 6 ans, parce que, qu'on vous le vouliez ou pas, il y a un protocole national qui est enregistré. Et je sais qu'encore une fois, ceci va vous choquer, mais pour moi, j'ai travaillé dans un gymnase, par exemple, à Malte, et c'était rattaché à un hôtel international, et j'étais avec une autre amie, et quand je m'entraînais avec elle, c'était un de nos jeux, rien que les gens à voir comment ils mettaient la serviette, comment ils regardaient l'heure, comment ils buvaient pas, s'ils buvaient pas, comment ils nettoyaient la machine ou pas avant d'y aller, etc. On jouait, et on disait, tiens, celui-là c'est un anglais, celui-là c'est un allemand, tiens, celui-là c'est un hollandais, tiens, celui-là c'est un italien, tiens, celui-là c'est un espagnol. Bon, les japonais, les africains, c'était un peu plus facile, mais quand même. Et on avait toujours raison. Toujours raison. Parce que le programme national est très fort. Il est très difficile de ne pas parler comme un Italien si vous êtes italien. Il est très difficile de ne pas manger comme un Italien. L'autre jour, j'ai discuté avec des Italiens et je leur expliquais que cette même fille, Mia, l'autre jour, on était en Sardaigne, elle avait préparé des pâtes allemandes. C'est avec un petit peu de lait, du ketchup, c'est des pâtes allemandes. Mais c'est très bon. Et notre ami Sarde, en français, notre ami Sarde, il a hurlé quand il a vu ces pâtes. Il a dit, mais moi, dans mon pays, on fait des vraies pâtes, je ne boufferai jamais cette horreur, je t'interdis, Mia, de rentrer dans ma cuisine. Et je dis, oui, c'est très différent, mais essaye, c'est bon, juste essaye. Et c'était hors de question pour lui. Et plus tard, j'ai parlé récemment avec un autre Italien, et je lui racontais cette histoire, et je lui parlais du programme national. Et il me dit non, c'est pas vrai. Et après, je lui dis, ah oui, mais là, c'est différent. Des pâtes, il n'y a que les Italiens qui savent les faire. Je dis, tu parles pas du programme national, là? Non, absolument pas. C'est juste que les pâtes sont excellentes. On ne mange pas de cette horreur-là. Je dis, mais cette horreur-là, tous les Allemands en mangent, ils trouvent ça très bon. Et moi aussi, j'adore les pâtes italiennes. Mais je préfère les pâtes italiennes, c'est vrai. Mais j'aime bien aussi les pâtes allemandes. Où est le problème? Ah non, c'est une horreur. Je dis, ça, c'est le programme national. Et j'ai travaillé 6 ans avec Mia pour lui apprendre à être différente. Et lorsqu'au bout de 6 ans, elle est partie à 100% en tant qu'allemande, avec le total protocole allemand. Et à la fin, elle m'a fait une accolade
hein, hug, une accolade, et elle m'a fait une accolade typiquement allemande, qu'elle m'a entendu critiquer pendant 6 ans, parce que les accolades allemandes sont impolies, c'est-à-dire qu'ils donnent à peine le bout de l'épaule, ils tournent la tête comme si on puait, ils tapent discrètement sur l'épaule, enfin, ça se veut sympathique, mais c'est insultant, parce que le corps, en psychologie, on dit ton corps parle si fort que je ne vois pas ce que tu dis. Quand il y a un Allemand qui vous fait une accolade, il vous dit officiellement salut t'es mon ami, en réalité il vous dit tu pues, tu me dégoûtes, t'approches pas de moi. Elle m'a entendu dire ça, corriger des gens et montrer cet exemple ça des milliers de fois. Elle m'a dit au revoir avec cet au revoir là. Fantastique, fabuleux, non? Et tout cela pour dire qu'il est extrêmement difficile de déprogrammer quelqu'un, sachant que les gens ne sont pas programmés. Donc comment pourrait-on déprogrammer des gens qui ne sont pas programmés? Le maître en âme, c'est ce qu'il a essayé toute sa vie, de rendre les gens libres. Mais pour ce faire, et il n'était pas plus fort que moi là-dessus. Il était, on verra, je veux dire, il avait des capacités exceptionnelles, et ainsi de suite. Mais l'être humain a aussi des capacités exceptionnelles de conneries, mais insondables, incommensurables. Comme disait Einstein, il y a 2 choses infinies dans le cosmos, dans l'univers, la taille du cosmos et la bêtise humaine. Et il rajoute après, et encore, pour la taille du cosmos, je ne suis pas encore certain, je fais encore des recherches. Voilà, donc pour l'autre, c'est une affaire classée. Et c'est tout le chemin de la spiritualité, c'est tout le chemin du maître Omram. Le maître Omram Mikhail Ivanov, quand j'ai commencé à travailler avec lui, à vivre avec lui, j'ai découvert que sa vie a été un enfer. Il a été trahi, il a été insulté, il a été mécompris. Il a vécu les pires choses. Parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de gens, la majorité des gens, qui prenaient que ce qu'ils voulaient. Et la façon dont le maître Omram Mikhail Ivanov est mort en est la preuve absolue. Mais je reviendrai sur toutes ces choses-là. Je vais continuer à rester dans l'ordre.